Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Hey, wake up everybody, it's a gorgeous day. Gorgeous day, come here. 20th Century Fox presents the story of Carla Moran. Okay, now look. The most extraordinary case in the history of psychic research. Everything broke loose, it went crazy, and everything was shaking, the bed was shaking, and the walls were shaking. And... Like an earthquake. C'est un extrait d'un film. En fait, ce que l'on entend en ce moment, c'est la bande-annonce. C'est vrai que les bandes-annonces étaient moins punchées dans les années 80 qu'elles le sont aujourd'hui, mais c'était la bande-annonce d'un film sorti au cinéma en 1983, une production de Sidney Furie qui mettait en vedette Barbara Hershey dans le rôle de Carla ou Carlotta Moran. Ce film, appelé en anglais, le titre du film en anglais, c'est The Entity. En français, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur. C'est d'ailleurs, d'après Brian De Palma, c'était le film le plus terrifiant depuis le film L'Exorciste. Donc, ce film raconte l'histoire de cette Carla Moran qui dit être agressée sexuellement par une entité invisible. Et probablement que les gens qui nous écoutent ce matin, ceux qui ont vu le film, gardent certainement en mémoire des scènes particulièrement troublantes et particulièrement violentes où on voit Barbara Hershey dans le rôle de cette mère de famille être victime des agressions de cette entité. Mais là, ce que tu nous laissais sous-entendre tout à l'heure, Christian Page, c'est un fait, c'est basé sur un fait réel. Donc, il y a une madame qui a déjà vécu ça. Voilà. Essayons de remettre ça un peu dans le contexte, si tu le veux bien. D'abord, le film nous présente cette histoire-là en disant voici une histoire vraie. Il faut quand même s'entendre pour dire que le film n'est pas basé sur l'histoire de cette dame-là, mais basé sur le roman de Frank de Filita qui, lui, s'est inspiré de l'histoire de la dame. Donc, on est au 3e niveau, là. La réalité est quand même bien différente de ce que l'on voit dans le film. Quelle est la réalité? La réalité. Alors, on est au mois d'août, alors on se ramène, on est en août 1974. Écoute, à l'époque, c'était l'âge d'or de la recherche en parapsychologie. Plusieurs grandes universités avaient des départements de recherche en parapsychologie. C'était le cas notamment de l'Université de Californie à Los Angeles, la UCLA, qui avait un département de recherche en parapsychologie. Une prestigieuse université, d'ailleurs. Et voilà qu'au début du mois d'août, l'un des enquêteurs, un des chercheurs de ce département-là, un type qui s'appelle Cary Gaynor, il est dans une librairie, il parle avec des collègues de phénomènes mystérieux, et là, il est abordé par une femme qui lui dit, s'appelait Doris McGowan Biter, et elle lui dit, excusez-moi, monsieur, je vous ai entendu parler de ces phénomènes. Il m'arrive la même chose chez moi. Donc, évidemment, Cary Gaynor est habitué à ce que des gens lui parlent d'anecdotes de fantômes. Alors, il écoute cette dame-là et il voit bien au gré de la conversation qu'elle semble lui cacher quelque chose. Et de plus en plus, il cuisine cette Doris Biter et elle lui avoue, non seulement chez moi, il y a des meubles qui bougent, des coups qui sont frappés dans les murs, mais j'ai été agressée sexuellement par cette entité invisible. En fait, elle parle de 3 entités invisibles, un grand et 2 petits, les petits servant davantage à la maintenir en place pendant qu'elle est agressée par la grande entité. Voyons donc. Alors évidemment, ce Cary Gaynor en parle à ses collègues, en parle au département de recherche et il a le feu vert pour mener une enquête sur l'affaire de Doris Biter. Donc à partir du 20 août 1974 jusqu'au 31 octobre 1974, l'équipe de la UCLA vont faire 10 visites dans la maison de Doris Biter et ils vont documenter ce qui va devenir peut-être l'un des cas les mieux documentés dans toute l'histoire des phénomènes paranormaux, comme le dit d'ailleurs la bande-annonce. Mais ici, il y a une énorme différence. Doris Biter n'est pas Barbara Hershey et encore moins la Carla Moran du film. Doris Biter est une femme qui a des problèmes psychologiques. Elle souffre d'alcoolisme. En fait, elle mélange un petit peu de jus d'orange le matin dans sa vodka. Ça enlève un petit peu de crédibilité. Un peu de crédibilité. Elle a 4 enfants, contrairement au film où on la présente avec 3 enfants. Elle a 4 enfants, 3 garçons et une fille. 3 garçons dont un plus âgé que les autres, un de 16 ans, un de 12 ans et un de 13 ans. Et les enfants sont tous nés de pères différents et la dynamique familiale, elle est épouvantable. Doris Biter a connu des périodes d'agression, d'abord d'agression sexuelle jeune, d'abus physiques. Elle a été violentée par certains de ses maris. Et elle voit pratiquement dans ces garçons des violeurs en devenir. Là. Donc, tu t'imagines un peu la dynamique familiale qu'il y a autour de ça. Et cette Doris Biter dit justement, je suis agressée par 3 hommes, 3 fantômes, un grand et 2 petits. Elle a 3 garçons à la maison, un grand et 2 petits. Elle dit que les agresseurs sont,
Elle ne sait pas pourquoi ils sont invisibles, mais elle dit, j'ai l'impression que ce sont des Asiatiques. Pourquoi cette association? Difficile à dire. Elle habite une maison complètement vétuste, d'ailleurs condamnée à 2 reprises. Elle habite Culver City, qui est une banlieue de Los Angeles. La maison a été condamnée à 2 reprises par la ville pour insalubrité. Donc, on voit un peu qu'on est ici dans une dynamique très différente. Durant ces 10 visites à la maison de Doris Biter, les parapsychologues vont réussir à documenter un certain nombre de phénomènes physiques. Carrie Gaynor me racontait, moi, j'y suis allé à cette maison-là, je l'ai visitée, j'ai rencontré le nouveau propriétaire qui est bien au courant de ce qui s'est passé là dans les années 70. Et l'un des enquêteurs, Carrie Gaynor, me disait, la première fois où je suis rentré chez Doris Biter, une armoire s'est ouverte devant mes yeux, une poêle à frire en est sortie, et si je me serais pas penché, je l'aurais eu directement dans le front. Okay. Donc, les phénomènes physiques rapportés semblent avoir été bien réels et bien documentés. Mais il faut savoir que dès le départ, les parapsychologues ont rejeté les agressions sexuelles. Pour eux, il est clair que toute cette histoire d'agression, c'est une fabulation de Doris Biter. Mais tu comprendras que lorsque Frank de Filita va écrire son roman en s'inspirant de cette histoire, le sexe vend bien. Alors, il va focaliser sur les agressions sexuelles et les phénomènes de poltergeist dans le roman ne servent qu'à introduire l'arrivée de cette entité invisible. Mais dans les faits, jamais les soi-disant agressions sexuelles contre Doris Biter ne se sont produites ou à tout le moins n'ont été documentées par quelques témoins que ce soit. Ça me soulage. Éventuellement, cette histoire-là va faire l'objet, comme je l'ai mentionné, d'un roman de Frank de Filita qui va sortir à la fin des années 70. Mais le roman est aussi romancé. Oui, absolument. Voilà, il s'inspire uniquement de cette histoire-là. Chose, ouais. L'histoire de Frank de Filita, son intervention là-dedans, il faut savoir qu'en 1974, il venait de terminer un roman qui s'appelle Le roman d'Audrey Rose, une histoire de réincarnation, qui a d'ailleurs été adaptée au cinéma avec Anthony Hopkins dans le rôle principal. Et là, ce Frank de Filita cherchait à écrire un nouveau roman, une histoire de fantôme. Alors, il avait fait parvenir à différents centres de recherche en parapsychologie aux États-Unis une lettre en disant « Je suis Frank de Filita. Si vous avez une bonne histoire de fantôme à me raconter, je serais intéressé. » Et c'est comme ça qu'il en est venu à s'intéresser à l'histoire de Doris Biter. Doris Biter est décédée au milieu des années 90. Elle n'avait pas encore 50 ans. J'ai parlé avec ses fils. C'était une femme qui avait des problèmes, qui était très troublée. Hein, pour te dire, après avoir quitté la petite maison de Culver City, là, cette fameuse maison qui avait été condamnée par la ville, elle a déménagé à San Bernardino, elle a déménagé au Texas, est revenue en Californie, et chaque fois, elle disait que l'entité la poursuivait. Elle a même contacté éventuellement les chercheurs de l'Université de Californie pour leur dire, je suis tombée enceinte par l'entité qui m'a engrossée. C'est un problème de santé mentale. Donc, tu vois, voilà. Donc, la Doris Biter de la réalité n'est pas la Carla Moran du film The Entity et encore moins Barbara Hershey. Bon. Mais c'est une histoire tout à fait fantastique et qui encore aujourd'hui fait fantasmer les gens du domaine du paranormal. Et bien sûr, on fait malheureusement ce raccourci entre le film et le fait réel sans faire de distinction que la réalité n'est peut-être pas forcément l'adaptation. Mais c'est clair que ça frappe l'imaginaire. Bien sûr, être agressé sexuellement par des fantômes, des entités invisibles, absolument. Bon, Christian, maintenant on s'en va au Brésil, à Rio de Janeiro. Ouais, là je te raconte une histoire qui est tout à fait extraordinaire et qui fait aussi beaucoup fantasmer, et en particulier les amateurs d'histoires d'ovnis ou de trucs semblables. Hein. On est au mois d'août, en fait, on est le 20 août 1966. On se trouve à Niterói. Niterói, c'est une banlieue de Rio de Janeiro. Il y a à ce moment-là un jeune homme d'une vingtaine d'années qui s'amuse avec un cerf-volant. Il est sur une colline qui s'appelle, et là, excuse-moi ma prononciation en portugais, Morro do Vitem. Hein? Et donc, c'est la colline de Morro do Vitem. Il est là avec son cerf-volant et il trouve 2 corps. 2 hommes étendus côte à côte. Les hommes sont vêtus d'un complet veston, cravate. Ils ont également un imperméable. Et les corps, visiblement, sont là depuis quelques jours. Donc, ils contactent les services de police. Ouais. On se rend sur place et on trouve effectivement les 2 hommes. On fouille dans leurs poches. Et là, l'histoire devient excessivement mystérieuse. Un des 2 hommes a sur lui un petit bout de papier écrit en portugais et dans lequel il écrit 16h30, être à l'endroit convenu. 18h30, avaler les capsules. Après effet, se protéger le visage avec les masques et attendre le signal. Mon Dieu, on dirait que c'est James Bond. Et juste à côté d'eux,
Je t'ai amené d'ailleurs une photo tirée des dossiers de la police. Je t'ai amené les 2 petits masques que les hommes avaient avec eux. Donc, ce sont des masques assez grossiers, comme des espèces de lunettes qu'on peut porter lorsque on se retrouve dans un salon de bronzage, par exemple, ce genre de cache. Ben, ce qu'on appelle des loups. On met ça des fois pour dormir. Voilà. Et ça a été taillé de façon très grossière dans une plaque de plomb. Et ces 2 hommes portent sur leur visage ou à côté d'eux, parce que les corps commencent à se décomposer, ils ont ces fameux masques. Et là, l'histoire devient excessivement ambiguë. Les autorités, parce que le médecin légiste, il n'y a aucune trace d'agression physique. Les hommes ont sur eux leur portefeuille, ils ont de l'argent à l'intérieur. Comment ils sont morts? Ils n'ont aucune trace de violence. Et malheureusement, le Brésil étant le Brésil, les corps sont envoyés à la morgue, mais comme il n'y a pas de traces de brutalité physique. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête et le médecin légiste ne fait pas d'autopsie. Donc, on ne saura jamais de quoi sont décédés les hommes. Ce que l'on sait, les autorités vont mener une enquête et on va découvrir que ces gens-là ont quitté leur village, se sont rendus à Notorwan. Visiblement, ils se sont arrêtés dans un bar pour acheter une bouteille d'eau. Ils semblaient préoccupés par le temps qui passait. Et les autorités vont établir qu'ils étaient membres d'une espèce de secte qui attendait un contact avec les extraterrestres. Puis le masque de plomb devait les protéger de quelque chose. Les protéger de qui ou de quoi? Ils sont morts comment? On le saura jamais. C'est l'énigme de l'affaire des hommes au masque de plomb. Ont-ils pris une capsule de cyanure? Se sont-ils suicidés pour rejoindre des extraterrestres, comme l'ont fait, par exemple, les membres de l'Ordre du Temple solaire, ou Heaven's Gate aux États-Unis? Mais dans ce cas, pourquoi porter ces masques de plomb? Ça servait à quoi? Le petit papier avec les indicateurs. Le petit papier, des indications. Très mystérieux. Et encore aujourd'hui, tu le vois, ça s'est passé en 1966. Et encore aujourd'hui, dans la littérature qui se consacre à ce genre de phénomène, l'affaire des hommes au masque de plomb revient périodiquement. Merci beaucoup, Christian. Ça me fait plaisir. Toujours bien intéressant. À la semaine prochaine.